Sous le régime de l'apartheid, l'Afrique du Sud a vécu comme un pays divisé. D'un côté les Blancs et éventuellement les Métis, de l'autre côté les Noirs. Cette politique de ségrégation avait surtout un aspect spatial qui était mis en pratique à travers une série de lois et dispositifs visant à interdire tout contact entre Noirs et Blancs. La lutte contre l'apartheid a atteint une ampleur grâce à Steve Bantu Biko, une voix populaire de la libération des Noirs en Afrique du Sud dans les années 1960. C'était une période de l'histoire où la population noire était privée de ses droits en Afrique du Sud. C'est ainsi que le mouvement pour la conscience noire, BCM de Steve Biko, a pris de l'importance, et bien que Biko n'en soit pas le seul leader, il était la figure la plus reconnaissable. C'est Biko, avec d'autres, qui ont guidé le mouvement de mécontentement étudiant vers une force sans précédent dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Steve Biko était l'un des dirigeants les plus éminents de la lutte contre l'apartheid et dans certains milieux, il était considéré comme le leader noir sud-africain le plus important de sa génération. On se souvient de Steve Biko pour avoir donné du pouvoir aux voix noires, installé un sentiment de fierté noire similaire à la négritude de Césaire et Senghor. Il était si important en fait que le gouvernement de l'apartheid était terrifié par lui. Steve Biko a inspiré toute une génération de Sud-Africains noirs à revendiquer leur véritable identité et refuser l'oppression. Malheureusement, Steve Biko a payé le prix ultime de sa vie. Dans ce documentaire, nous allons parler de la vie et l'héritage de Steve Biko, l'un des piliers de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Stephen Bantu Biko, connu sous le nom de Steve Biko, est né à Targastad dans la province orientale, aujourd'hui Cap Oriental, le 18 décembre 1946. Il était le troisième enfant de feu Nzingaye Biko et Nokuzola Masete Duna. Son père Zingaye Biko a travaillé comme policier puis comme commis au bureau des affaires autochtones de King Williamstown. Homme intelligent, il était également inscrit à l'Université d'Afrique du Sud, UNISA, l'université d'enseignement à distance, mais n'a pas suivi suffisamment de cours pour obtenir son diplôme en droit avant de mourir. En 1948, la famille a déménagé dans le canton de Ginsberg, juste à l'extérieur de King Williamstown, dans l'actuel Cap Oriental. Les Biko ont finalement possédé leur propre maison dans la rue Zola, dans le quartier Brownlee de Ginsberg, malgré les maigres revenus de Nokuzola en tant que domestique. Zingaye est décédé subitement en 1950, alors que Steve avait 4 ans. Sa mère a ensuite élevé seuls les enfants, travaillant comme cuisinière à l'hôpital Grise. Steve était connu comme un farceur par ses amis et camarades de classe. Vers 1952, la date exacte varie d'une source à l'autre. Il est allé à l'école primaire supérieure Charles Morgan lorsqu'il a commencé la 3e année. Son professeur, qui se souvenait de lui comme d'un vilain garçon, toujours pieds nus, lui a recommandé d'être promu au niveau 5. Il a donc sauté le niveau 4 en raison de son intelligence. Bien que ses amis ne l'aient jamais vu étudier, il était l'un des enfants les plus brillants de la classe et il aidait les autres enfants lorsqu'ils ne comprenaient pas leurs leçons. Steve Biko a reçu le niveau 6 en 1959 et en 1960, il a poursuivi ses études à Forbes Grant, une école par laquelle de nombreuses personnes sont passées pour devenir des personnalités éminentes de l'Afrique du Sud post-apartheid. Steve s'est avéré être un lycéen studieux, excellent en mathématiques et en anglais. En 1962, à l'âge de 16 ans, Steve a terminé son certificat junior, la 10e année. Et voici que Steve a grandi dans l'apartheid en Afrique du Sud et la vie était difficile pour les Noirs à cause de ce système. L'apartheid est officiellement devenu un moyen de vie en Afrique du Sud en 1948, lorsque le Parti national africain est arrivé au pouvoir après avoir fortement promu le système de stratification raciale. Sous l'apartheid, les Sud-Africains ont été classés en 4 groupes raciaux. Les Bantous, qui étaient des autochtones sud-africains, le groupe de couleur, les Blancs puis les Asiatiques. L'apartheid a limité l'éducation que les Bantous ont reçue parce que les lois de l'apartheid réservaient les emplois qualifiés aux Blancs. Seuls les Noirs étaient formés dans les écoles pour effectuer des travaux manuels et agricoles.
mais pas pour les métiers spécialisés, bien qu'ils soient originaires d'Afrique du Sud. Les Noirs du pays étaient relégués à 10 patries bantoues après l'adoption de la loi du gouvernement du Sud de 1959. Le but de cette loi semblait être de diviser la population noire pour régner. Les Bantous ne pouvaient pas former une seule unité politique en Afrique du Sud et lutter contre le contrôle de la minorité blanche. De 1961 à 1994, plus de 3,5 millions de personnes ont été expulsées de force de leur foyer et se sont vues plonger dans la pauvreté et le désespoir pendant l'apartheid. Les Noirs étaient tenus de porter des livres à tout moment pour leur permettre d'entrer dans les espaces publics réservés aux Blancs. C'était le contexte dans lequel Steve Biko grandissait et naviguait dans la vie. En 1964, le jeune Steve Biko s'est vu offrir une bourse pour rejoindre son frère Kaya Biko en tant qu'étudiant à Lovedale, dans un pensionnat prestigieux à Alice au Cap Oriental. À l'époque où la tension politique était forte à Lovedale, Steve Biko est arrivé à l'école peu après que Thabo Mbeki, futur président sud-africain, ait été expulsé à la suite de grèves d'étudiants. Le même sort d'expulsion était réservé à Steve Biko plus tard. En avril 1964, Steve a été amené et placé en garde à vue par la police qui est venue à l'école pour arrêter son frère Kaya Biko. Ce dernier était soupçonné d'être impliqué dans une organisation appelée POCO, la branche armée du Congrès panafricain de l'Est, le PAC, un groupe nationaliste africain que le gouvernement avait interdit. Kaya Biko a été inculpé et condamné à une peine de 2 ans, dont 15 mois avec sursis, et il a purgé sa peine. Steve Biko a été libéré et est rentré chez lui. Bien qu'il n'y ait pas eu toute preuve du lien de Steve Biko avec l'organisation POCO, il a été expulsé de Lovedale. Cet incident a inculqué à Steve un fort ressentiment envers l'autorité blanche qui façonnerait sa carrière politique. Après avoir été expulsé du lycée pour militantisme politique, Steve Biko s'est inscrit au Saint Francis College, un internat libéral dans sa province natale. Dans ce collège de politique libérale, Biko a développé sa conscience politique tout en fréquentant le milieu. Il s'est particulièrement intéressé au remplacement du gouvernement colonial de la minorité blanche d'Afrique du Sud, qui représentait la majorité du pays. Après avoir obtenu son diplôme au Saint Francis College avec de très bonnes notes, Steve Biko s'est ensuite inscrit à un diplôme de médecine à la section noire de la faculté de médecine de l'université KwaZulu-Natal en 1966. Durant son séjour à l'université, il a fait preuve d'une recherche approfondie de connaissances qui dépassaient de loin son propre diplôme de médecine pour finir par être l'un des leaders étudiants les plus éminents du campus. La section noire de cette université avait son propre conseil représentatif des étudiants qui était membre de l'Assemblée nationale, syndicat des étudiants sud-africains, NUSAS. Steve a été élu au NUSAS au cours de sa première année et il s'est impliqué dans la politique NUSAS pour la première fois à la conférence de presse annuelle. Mais avant même de se rendre à la conférence, il s'est engagé dans des débats sur le rôle des infirmières. NUSAS avait pris le soin de cultiver une appartenance multiraciale, mais elle est restée assez dominante simplement parce que la majorité des étudiants universitaires sud-africains étaient issus de la minorité du pays. Steve Biko estimait que le NUSAS ne parvenait pas à représenter les besoins des étudiants noirs et ce qui suit est flagrant. Lors de la conférence de presse de 1967, après l'arrivée des étudiants, ils découvrirent que des dortoirs avaient été aménagés pour les délégués blancs et indiens, même pas pour les Africains noirs à qui on avait dit qu'ils pouvaient dormir dans une église locale. Les étudiants étaient en effet nourris et logés séparément et conformément à la loi sur les équipements séparés. La loi sur les équipements séparés imposait la ségrégation dans tous les établissements publics, y compris les bâtiments et les transports, afin de limiter les contacts entre les différentes races en Afrique du Sud. Cette loi stipulait également que les installations pour les différentes races n'avaient pas besoin d'être égales dans la pratique. Alors les meilleures installations étaient réservées à la population blanche, tandis que celles des autres races étaient inférieures. Lors de cette conférence particulière de NUSAS, les étudiants noirs dont Steve Biko ont été lésés par ce traitement. Steve Biko a raconté plus tard que cet événement l'avait forcé à repenser sa croyance dans l'approche multiraciale de l'activisme politique. Profondément insatisfait des nuisances, Steve Biko, désormais désillusionné, a fondé avec plusieurs de ses collègues
l'organisation d'étudiants sud-africains SASO. Steve Biko est élu président de cette organisation lors d'un congrès inaugural en 1969. SASO, qui est l'organisation des étudiants sud-africains, est née des frustrations des étudiants noirs rencontrés au sein de l'organisation libérale et multiraciale. SASO voulait que les étudiants noirs sud-africains arrêtent d'être spectateurs dans un match où ils devaient participer. L'engagement principal de SASO était de s'attaquer au complexe d'infériorité qui était le pilier de la passivité dans les rangs des étudiants noirs. Il ne fallait pas longtemps avant que SASO ne devienne la force politique la plus redoutable qu'il se propage sur les campus à travers le pays et au-delà. SASO a été impliqué dans la fourniture d'une aide juridique et de cliniques médicales, ainsi que dans le développement d'industries artisanales pour les communautés noires défavorisées. Inspiré par l'héritage grandissant de Steve Biko, la jeunesse du pays au niveau secondaire s'est également mobilisée dans un mouvement connu sous le nom de mouvement des étudiants sud-africains. Ce mouvement jouera un rôle central dans les émeutes de Soweto en 1976 qui accéléra le cours de la lutte de libération. Au cours de cette période, Steve et SASO commencèrent à semer les graines du mouvement de conscience noire. Cette philosophie encouragea à reconnaître leur dignité inhérente et leur estime de soi. Vers 1970, les dirigeants de SASO commençaient à considérer les limites des organisations avec uniquement des membres étudiants. Suite à ces considérations, l'idée d'une formation communautaire plus large a pris racine, ce qui entraînerait le lancement de la Convention du peuple noir, le BPC. Donc en 1972, Steve Biko a fondé le BPC en tant qu'organisation faîtière pour le mouvement de conscience noire qui avait commencé à se répandre dans les universités à travers le pays. Steve Biko a joué un rôle déterminant dans le développement et la formation d'un projet principal du SASO, le projet noir, qui était coparrainé par les programmes de la communauté noire pour lesquels Steve Biko travaillait à l'époque. Les programmes de la communauté noire abordaient les problèmes des travailleurs noirs dont les syndicats n'étaient pas encore reconnus par la loi, car tout cela se passait du côté universitaire. Steve Biko a d'abord bien reçu ses études universitaires, mais ses notes ont progressivement diminué à mesure qu'il consacrait de plus en plus de temps à l'activisme politique. 6 ans après avoir commencé ses études, il s'est retrouvé à redoubler sa 3e année d'études. Ainsi, en 1972, en raison de ses mauvais résultats académiques, l'université de Natal lui a interdit de poursuivre ses études. Après avoir été exclu de la faculté de médecine en 1972, Steve Biko a rejoint ses bureaux au BCP. Le BCP s'est engagé dans un certain nombre de projets communautaires et a publié une revue annuelle appelée le Black Review, qui fournissait une analyse des tendances politiques dans le pays. Après avoir renoncé à l'idée de devenir médecin, Steve Biko s'est inscrit à divers cours à l'université d'enseignement à distance. Et en 1973, il a commencé à étudier des matières de droit et de sciences politiques qui étaient plus pertinentes pour son engagement politique. L'activisme politique et l'engagement politique étaient soutenus par une philosophie qui devait être connue sous le nom de mouvement de conscience noire. Les expériences de Steve Biko sous l'apartheid ont motivé sa philosophie et son activisme politique. En grandissant, il avait été témoin de raids politiques pendant son enfance et avait vécu la brutalité et l'intimidation pour lesquelles le gouvernement de l'apartheid était connu. Et ainsi, sa philosophie de la conscience noire se concentrait principalement sur la libération de l'esprit des Noirs qui avait été relégué à un statut inférieur par les structures de pouvoir blanches. Le mouvement de la conscience noire considérait la libération de l'esprit comme une arme principale dans la lutte pour la liberté en Afrique du Sud, définissant la conscience noire comme étant d'abord un processus introverti par lequel les Noirs retrouvent la fierté qui leur a été retirée par le système de l'apartheid. Dans l'une de ses nombreuses citations célèbres, Steve Biko a déclaré que la première étape est donc d'amener l'homme noir à revenir à lui-même pour pomper, remettre la vie dans sa coquille vide, pour lui insuffler fierté et dignité, pour lui rappeler sa complicité dans le crime de se laisser abuser et donc laisser le mal régner en maître dans son pays de naissance. Telle est la définition de la conscience noire. Selon Steve Biko, une étape nécessaire vers la restauration de la dignité du peuple noir impliquait d'élever les héros de l'histoire africaine et de promouvoir le patrimoine africain pour déconstruire l'idée selon laquelle l'Afrique était le continent noir. La conscience noire cherchait à extraire les valeurs positives des cultures africaines autochtones et à en faire une norme avec laquelle les Noirs estiment eux-mêmes que ce serait alors la première forme de résistance à l'impérialisme et à l'apartheid.
En Afrique du Sud, la conscience noire visait à unir les citoyens sous la cause principale de leur opération. Le charisme de Steve Biko s'est répandu en dehors des campus universitaires et le mouvement de la conscience noire est devenu un phénomène dans tous les pays d'Afrique du Sud. Le mouvement de conscience noire devenait présent dans le pays et pas seulement dans les établissements d'enseignement supérieur. Il était visible dans les médias, dans les écoles et dans les théâtres communautaires. Toutefois, vous pouvez imaginer que ce mouvement n'a pas été bien accueilli par le gouvernement de l'apartheid et ce dernier a riposté. Au début, le gouvernement de l'apartheid ne considérait pas la conscience noire comme une menace réelle. L'État croyait plutôt que cette philosophie des Noirs travaillant seul cadrait bien avec sa propre philosophie de développement séparé qui était ancrée dans sa politique de l'apartheid. Cependant, à mesure que le nombre de membres de SAZO augmentait et que d'autres organisations de conscience noire augmentaient leur soutien, l'État de l'apartheid commença à sévir contre Steve Biko et d'autres dirigeants du mouvement de conscience noire. En 1973, 8 dirigeants de la conscience noire, dont Steve Biko, furent bannis, ce qui signifie que pendant 5 ans, il était limité à la zone dans laquelle il vivait et ne pouvait pas parler ou rencontrer plus d'une personne à la fois. Cela les empêchait d'assister aux réunions et rassemblements politiques. Le gouvernement n'a donné aucune raison pour ces interdictions, mais il était clair qu'il espérait pouvoir écraser le mouvement de la conscience noire. À la fin de 1973, d'autres dirigeants avaient été interdits et certains assignés à résidence. Steve Biko fut confiné dans le district de King Williamstown et il retourna à Ginsberg et s'installa pendant un certain temps dans la maison de sa mère. Steve Biko travaillant pour les programmes de la communauté noire et gagnant une allocution, sa famille dépendait des revenus de sa femme, Nsikiri Biko. Mais avec le déménagement de la famille à Ginsberg, les autorités et l'apartheid ont veillé à ce que Nsikiri, sa femme, ne trouve pas facilement un emploi et la famille avait du mal à joindre les deux bouts. Il ne fallait pas longtemps avant que son ordonnance de restriction soit modifiée pour lui interdire toute association avec le BCP et le bureau qu'il avait établi à Ginsberg. Malgré son interdiction du bureau BCP, il a fait d'autres réalisations. La construction d'une clinique. Steve Biko a également joué un rôle déterminant dans la création d'un fonds fiduciaire en 1975 destiné à aider les prisonniers politiques et leurs familles. Les agents de sécurité de l'État ont cherché à plusieurs reprises à l'intimider. Steve Biko recevait des appels téléphoniques anonymes, menaçants, et des coups de feu étaient régulièrement tirés sur sa maison. En conséquence, des jeunes hommes de son quartier ont commencé à le protéger de ces attaques. Les services de sécurité l'ont arrêté 4 fois et une fois pendant plus de 100 jours. Malheureusement pour Steve Biko, ces jours étaient comptés et il était sur le point de mourir brutalement aux mains du régime de l'apartheid. La conscience noire a inspiré de nombreux étudiants de Soweto à prendre des mesures décisives contre leur propre oppression après la guerre. Le soulèvement de Soweto en 1976, qui a commencé comme une protestation pour que la langue africaine soit utilisée comme langue d'enseignement dans les lycées de Soweto, a été directement pris pour cible. Steve Biko, considéré comme le père du mouvement pour la conscience noire, a bravé les interdictions pour s'adresser à la foule. Le 17 août 1977, Steve Biko a quitté Port Elizabeth et s'est rendu avec une connaissance du nom de Peter John au Cap Occidental pour assister à une réunion. Sur le chemin de retour, les deux hommes ont été arrêtés. Cela s'est produit le 21 août 1977. Steve Biko a été détenu dans la ville orientale de Port Elizabeth où il a été violemment torturé et interrogé. Il a été emprisonné pour terrorisme. Le 11 septembre, retrouvé nu et enchaîné à la porte d'une cellule de prison, il est décédé dans une cellule d'hôpital le lendemain des suites de lésions cérébrales infligées par la police. Steve Biko n'avait que 30 ans. Le ministre sud-africain de la police a annoncé qu'il était décédé après une grève de la faim de 7 jours. Une enquête officielle sur la mort de Biko indiquait que sa mort ne pouvait pas avoir été provoquée par un acte ou une omission impliquant une infraction de la part de qui que ce soit. Des émeutes ont suivi à la suite de cette déclaration et quelques étudiants ont été tués lors de la manifestation. Des milliers de personnes sont présentées au funérailles de Biko, y compris des dignitaires étrangers, des diplomates africains et quelques diplomates occidentaux. Les gouvernements du Ghana et de Lesotho ont publié des déclarations officielles d'indignation. La police sud-africaine avait clairement sous-estimé les conséquences potentielles de la mort de Steve Biko et un mouvement mondial a émergé exigeant justice pour Biko après sa mort en détention. La mort de Biko a contribué à mettre en évidence la brutalité des lois de sécurité sud-africaines auprès de la communauté internationale.
Cela a conduit directement à la décision des pays occidentaux de soutenir le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à interdire les ventes d'armes au gouvernement de l'apartheid sud-africain. Ce n'est que de nombreuses années plus tard, au sein du comité Vérité et Réconciliation, que la vérité sur la mort de Steve Biko a été révélée. Au début de 1997, des policiers ont comparu devant une commission interrogatoire et ont admis avoir tué Steve Biko 2 décennies plus tôt. La commission avait accepté d'entendre leur demande d'amnistie politique, mais en 1999 avait refusé de leur accorder l'amnistie parce que les hommes n'avaient pas réussi à établir un accord sur le motif politique du meurtre brutal de Steve Biko. Steve Biko était un géant de la lutte contre le régime de la minorité blanche en Afrique du Sud. La conscience noire la plus célèbre était sans doute celle de Steve Biko. Et l'héritage de Steve Biko est resté profondément pertinent à ce jour. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine. Parmi les complexités de l'histoire contemporaine de la Sud-Afrique, se distingue un personnage à la trajectoire tumultueuse et fascinante. Jacob Zuma, né le 12 avril 1942 à Kandla, dans la province du KwaZulu-Natal, Jacob Zuma est bien plus qu'un simple homme politique. Il est un symbole des luttes et des contradictions de son pays. Issu d'une famille modeste, Jacob Zuma a grandi dans une période marquée par l'apartheid, un régime brutal qui a profondément influencé son parcours. Jeune militant engagé, il rejoint l'ANC, African National Congress, et devient un acteur clé dans la lutte contre la ségrégation raciale. Son engagement le conduit à l'exil où il continue de mener des actions contre le régime oppressif. Ce documentaire plonge dans la vie et la carrière de Jacob Zuma, explorant les facettes multiples de cet homme complexe qui a marqué l'histoire politique de l'Afrique du Sud. Entre espoir et déception, découvrez l'homme derrière le président et les impacts de son héritage sur la nation sud-africaine. Jacob Zuma naît le 12 avril 1942 à Kandla, dans la province du Natal, en Afrique du Sud. Il passe toute son enfance entre le Zululand, où il garde les vaches, et les banlieues de la ville de Durban. Son père, policier, est mort en 1945, alors qu'il n'a pas 3 ans. Sa mère est femme de ménage chez des Blancs. Il ne reçoit aucune formation scolaire et n'a appris à lire et à écrire en autodidacte que durant sa vie adulte. Jacob Zuma est de religion chrétienne, mais également très attaché à la culture et aux croyances traditionnelles des Zoulous. Les Zoulous sont un peuple bantou d'Afrique australe, en partie sédentarisé, qui se trouve principalement en Afrique du Sud. Le peuple Zoulou, ou encore le peuple du ciel, fut unifié par le roi Shaka, qui fut de son clan de 1500 personnes, une nation redoutable par la conquête et l'assimilation. La majeure partie des Zoulous aujourd'hui sont cultivateurs, mais l'urbanisation en a attiré un grand nombre vers les villes au cours du XXe siècle. Jacob Zuma adhère au Congrès national africain en 1959. Après l'interdiction de l'ANC en 1960, il devient en 1962 un membre actif de sa branche armée, Nkoto 868. Nkoto 868 en zoulou, littéralement, fer de lance de la nation. Également écrit Nkoto 868 est désigné par l'abréviation MK. Est de 1961 à 1991 la branche militaire du Congrès national africain d'Afrique du Sud qui agissait en collaboration avec le Parti communiste sud-africain contre le régime d'apartheid alors au pouvoir. MK's ultimate goal was to force the apartheid regime to engage the ANC in peaceful negotiations. MK launched its first guerrilla attack in December 1961, targeting government installations and structural apartheid symbols. But its soldiers had much to learn. À cette époque, Zuma, peu cultivé, est alors un homme costaud.
En 1963, chargé de monter un réseau clandestin dans la province du Natal, il est arrêté avec 20 de ses recrues dans l'ouest de la province de Transvaal. Reconnu coupable de conspiration en vue de renverser le gouvernement, il est condamné à 10 années de prison et envoyé purger sa peine au pénitencier de Robben Island aux côtés notamment de Nelson Mandela, condamné à perpétuité dans une autre affaire similaire. C'est durant son incarcération à Robben Island que, grâce aux cours dispensés par ses co-détenus comme Govan Mbeki, Jacob Zuma apprend à lire, à écrire et se familiarise avec les débats d'idées. Il est libéré en 1973 et tente immédiatement de réactiver l'ANC dans la province du Natal. De nouveau dans la clandestinité et recherché par la police, il quitte l'Afrique du Sud en 1975 pour le Swaziland, puis s'installe en 1977 au Mozambique, désormais indépendant, et organise le soutien aux exilés après les émeutes de Soweto en 1976. En 1977, il devient membre du comité national exécutif de l'ANC et vice-président de la représentation de l'ANC au Mozambique jusqu'en 1984, année où il en devient le président. En 1984, Zuma est contraint de quitter le Mozambique à la suite des accords de Komati entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Il rejoint alors le quartier général de l'ANC à Lusaka, en Zambie, où il prend la tête des services de renseignement et participe à l'organisation de la branche armée de l'ANC. Il est dorénavant à la fois membre du conseil politique et du conseil militaire de l'ANC. À la suite de la légalisation de l'ANC en 1990 par le gouvernement de Frédéric de Klerk, il est un des premiers meneurs exilés du mouvement à revenir en Afrique du Sud pour commencer le processus de négociation. En 1991, Zuma est élu vice-secrétaire général de l'ANC à la demande de Nelson Mandela. Il s'occupe alors du retour des exilés et des combattants et gagne la reconnaissance de ses concitoyens en devenant, en 1994, le principal artisan de la paix au Natal, en mettant fin aux affrontements ethniques et fratricides entre l'ANC et les Zoulous de Linkata, Freedom Party de Mangosuthu, Betolozi. Aux premières élections multiethniques d'avril 1994, Zuma est le candidat du parti pour le poste de premier ministre de la nouvelle province du KwaZulu-Natal, mais celle-ci est finalement emportée par ses rivaux de Linkata. Il est cependant nommé au comité exécutif des affaires économiques et du tourisme dans le gouvernement provincial réunissant les deux anciens mouvements rivaux du KwaZulu-Natal. En décembre 1994, il est élu chef de la direction nationale de l'ANC, devenant le troisième personnage du parti derrière Nelson Mandela et Thabo Mbeki. Il dirige parallèlement l'ANC dans le KwaZulu-Natal. En décembre 1997, Jacob Zuma est élu vice-président de l'ANC à la conférence nationale de Mafeking. Jacob Zuma est proche des syndicats et de l'aile gauche de l'ANC. En 1999, il est le second choix de Thabo Mbeki, après le refus de Mangosuthu Buthelezi pour être son vice-président et virtuellement son successeur à la tête du pays. Zuma apporte à Mbeki le soutien de la COSATU, le congrès des syndicats et du parti communiste XASP. Aux côtés du président Yoweri Museveni de l'Ouganda, il est médiateur durant le processus de paix en cours au Burundi pour mettre fin aux rivalités ethniques entre la majorité Hutu et la minorité Tutsi. En 2003, le procureur national Bulelani Nguka affirme avoir recueilli des éléments à charge contre Zuma pour corruption et abus de pouvoir, mais renonce à engager des poursuites judiciaires pour cause d'insuffisance de preuves. Et c'est un subordonné, Tony Yengeni, directeur adjoint de l'ANC, qui est poursuivi et condamné. En 2004, Mbeki et Zuma sont réélus en dépit de ces allégations de corruption qui entachent la probité du vice-président. Le 14 juin 2005, le président Thabo Mbeki relève Jacob Zuma de sa fonction de vice-président. 6 jours après son limogeage, Jacob Zuma, demeuré vice-président de l'ANC, est inculpé pour corruption. Les perquisitions à ses domiciles qui suivent provoquent de graves dissensions au sein de la coalition menée par l'ANC. En effet, la Ligue des jeunes de l'ANC, le Parti communiste sud-africain et la COSATU condamnent l'acharnement de la justice et de la police et demandent le retrait des chefs d'inculpation contre Zuma, menaçant de recourir à des manifestations de masse si les accusations étaient maintenues.
Thabo Mbeki et sa nouvelle vice-présidente, Mfunzile Mlambo Ngcuka, sont alors ouvertement critiqués. Le 21 septembre 2006, un tribunal sud-africain ordonne l'abandon des accusations de corruption à la faveur d'un vice de procédure soulevé par les avocats de Zuma. En décembre 2007, à peine élu président de l'ANC, Jacob Zuma est de nouveau menacé d'être inculpé de corruption dans la même affaire, à la suite de la découverte de nouveaux éléments à charge démontrant que les sommes illégalement perçues étaient supérieures aux estimations initiales. Le 28 décembre 2007, il est de nouveau inculpé de corruption, fraude, blanchiment d'argent, racket et évasion fiscale dans le cadre de l'enquête impliquant le groupe d'armement Toll, alors qu'il vient de remporter la présidence de l'ANC. Le 2 septembre 2008, le juge invalide toute la procédure pour vice de forme. Cependant, le juge précise que les accusations contre Zuma existent toujours et qu'un nouveau procès pourrait avoir lieu. En dépit de cette démêlée avec la justice, Jacob Zuma est toujours resté vice-président du Congrès national africain ANC au pouvoir, du Parti communiste sud-africain SASP, au Congrès des syndicats sud-africains COSATU. L'aile gauche du parti était toute entière vouée à Jacob Zuma, considéré comme le successeur naturel de Thabo Mbeki en 2009. À long terme, sa mise à l'écart d'un gouvernement en perte de vitesse peut lui permettre de finalement se poser en successeur légitime. L'abandon des accusations contre lui en septembre 2006 relance de manière spectaculaire ses chances dans la course à la succession du président Thabo Mbeki en 2009. Cependant, en novembre 2007, dans le cadre de sa campagne pour prendre la direction de l'ANC, bien que toujours sous le coup d'une enquête judiciaire pour corruption, mais capitalisant sur la déception des plus pauvres face à la politique économique libérale du président Mbeki, Jacob Zuma obtenait le soutien de 5 des 9 branches provinciales du Congrès national africain ANC et 61% des votes contre 4 branches provinciales et 39% des voix pour le chef de l'État, Thabo Mbeki. Cap oriental, nord-ouest, Cap occidental et Limpopo nord, lui conféra ainsi la majorité relative des délégués. Lors de la conférence élective du président de l'ANC qui se tient du 15 au 20 décembre 2007 à Polok One, il reçoit le soutien de près des 3/4 des 3900 délégués face au président sortant Thabo Mbeki. L'élection s'est faite dans un climat tendu entre les deux camps, sur fond de chants et danses comme Omshene Wami, passe-moi ma mitraillette, chant de la lutte contre l'apartheid devenu emblème de Jacob Zuma. Ce dernier bénéficie alors du soutien de la centrale syndicale COSATU, de celui du Parti communiste sud-africain, de celui de la Ligue des femmes de l'ANC et de celui des jeunes. Il est finalement choisi pour représenter l'ANC à l'élection présidentielle, nomination connue comme tremplin pour cette élection. Après une nouvelle victoire nationale de l'ANC le 20 avril 2009, il est élu président de la République le 9 mai 2009 et forme un nouveau gouvernement. Il nomme Tuli Madonsela au poste de défenseur public, laquelle contraint le chef de la police sud-africaine ainsi que 2 ministres à démissionner à la suite d'affaires de corruption. Jacob Zuma se décrit comme un socialiste et est devenu président avec le soutien d'une coalition de syndicats de gauche dont le principal représentant est le COSATU et du Parti communiste sud-africain, ainsi qu'avec la Ligue des femmes de l'ANC et la Ligue de jeunesse du Congrès national africain. Le journal The Guardian écrit lors de son élection que Zuma essaye de rassurer les investisseurs étrangers en leur disant que leurs intérêts seront protégés. Sa présidence est marquée par une série de scandales de corruption, des grèves ouvrières, le népotisme, le clientélisme et le tribalisme sont des sujets d'actualité quotidien lors de ces 2 mandats et le système juridique est manipulé pour favoriser et protéger les détenteurs du pouvoir politique ou de ses proches, dont l'une de ses filles qu'il nomme à la tête d'un portefeuille ministériel. De plus, son gouvernement tente de centraliser l'éducation publique, éliminant ainsi la diversité éducative et l'innovation. Zuma introduit un projet de loi controversé sur la réforme du cadre juridique, régulant l'éducation et apportant des changements profonds au système éducatif.
Ces détracteurs voient en cette planification centralisée et les contrôles bureautiques un recul des libertés en Afrique du Sud. Un salaire minimum obligatoire est envisagé sous sa présidence et malgré la présence de nombreuses lois visant à protéger les employés, l'Afrique du Sud, sous la présidence de Zuma, enregistre le plus haut niveau de chômage de longue durée dans le monde. Les mandats de Zuma sont marqués par un fort interventionnisme étatique, entraînant un net recul des libertés économiques. L'Afrique du Sud figurait à la 42e place au classement mondial lors des premières années post-apartheid et glissa au 96e rang en 2015. Par conséquent, la primauté du droit et les libertés connaissent un net recul, d'autant plus que les ministres et les régulateurs sont habilités à gouverner par décret et de nombreux cas d'abus ont été dénoncés. De plus, plusieurs détracteurs critiquent la mauvaise gestion des entreprises par l'État, telles que South African Airways et Eskom, ce qui a des conséquences considérées comme néfastes pour les consommateurs et les travailleurs. Les entreprises étatiques se montrent incapables de s'adapter à la concurrence puisqu'elles sont protégées par des personnalités politiques dont le niveau de corruption est élevé. Ces derniers freinent vigoureusement la concurrence et renflouent les déficits avec l'argent des contribuables. Cette gestion entraîne des prix élevés, un service jugé médiocre, des taxes jugées excessives et une crainte constante de la part des travailleurs. L'économie connaît une forte dégradation avec un taux de croissance atone, ne dépassant pas 1,5%, alors que le pays a besoin d'au moins 4% par an afin de résorber un chômage qui atteint un record avec 30% de la population active. Par ailleurs, les inégalités se sont accrues et la pauvreté a augmenté de nouveau. L'Afrique du Sud compte plus d'un quart d'habitants, 26,3%, trop pauvres pour manger à leur faim et plus de la moitié, 52,3%, vivant sous le seuil de pauvreté. Le système économique hérité de l'apartheid n'a été que très peu réformé. En conséquence, les ménages noirs gagnent en moyenne près de 6 fois moins que les ménages blancs. Les autorités privilégient par ailleurs la répression face aux contestations sociales. En 2012, lors des grèves de mineurs à Marikana, l'intervention policière provoque 34 morts parmi les grévistes, ce qui constitue le premier massacre de l'ère post-apartheid. À la fin de l'année 2013, sa popularité continue à chuter après la révélation de l'utilisation de fonds publics pour rénover sa résidence privée. Jacob Zuma et l'ANC remportent cependant les élections générales de 2014. L'Assemblée nationale le reconduit sans opposition au poste de président de la République le 21 mai et il est investi le 24. Le journaliste Stephen Smith décrit le régime sud-africain comme un régime à parti unique, tant l'ANC domine la scène politique et la justice est verrouillée. En 2015, alors que le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, est en visite dans le pays, le président Zuma ne donne pas suite à la demande de la Cour d'arrêter l'accusé et de le faire extrader aux Pays-Bas pour qu'il y soit jugé. L'année suivante, il engage le retrait de son pays de la Cour pénale internationale. Dans le cadre de l'affaire Nkandla, concernant l'utilisation de 15 millions d'euros de fonds publics pour rénover le domaine de Kandla, la résidence privée de Jacob Zuma, la Cour constitutionnelle estime le 30 mars 2016 que celui-ci n'a pas respecté la Constitution et lui ordonne de rembourser sous 45 jours les frais de sa propriété. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, lance alors une procédure de destitution contre le chef de l'État. Le lendemain, Jacob Zuma reconnaît une faute constitutionnelle et promet de rembourser à l'État les frais de rénovation de sa propriété privée, mais refuse de démissionner. Il quitte la présidence de l'ANC le 18 décembre 2017. Lors du congrès visant à élire son successeur, il prononce un discours anti-corruption qui est accueilli froidement par les délégués du parti. Début février 2018, les médias sud-africains se font l'écho des négociations entre Zuma et l'ANC concernant sa démission sous condition au profit de Cyril Ramaphosa. Le 13 février, l'ANC ordonne à Jacob Zuma de démissionner, faute de quoi elle menace de le destituer. Le lendemain, le 14 février, après avoir, dans un premier temps refusé, Jacob Zuma accepte de démissionner avec effet immédiat. Le vice-président Cyril Ramaphosa est élu président le lendemain 15 février et le succède officiellement en 2017. C'est la fin de notre vidéo sur Jacob Zuma. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine.